Bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Mr. J, Jean Jérôme, Salut à tous. et je suis avec un invité, l'invité du jour, Nicolas Martinez. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors, le Cloud Screener, vous savez, c'est le podcast qui navigue parmi les nuages. On parle en français, c'est bien, comme ça on est entre francophones. Et on parle d'un petit peu de tout dans le marché du cloud. On parle des fournisseurs, des intégrateurs, on parle des consommateurs, on parle des produits, des services, on parle de vraiment tout ce qu'on peut avoir dans notre sillon. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de plein de sujets avec Nicolas, parce que c'est un acteur du cloud qui fait des choses que moi je vois pas tous les jours, en tout cas que je vois de loin, mais que je manipule pas. Et notamment un sujet qui, comme cette fois-ci, je le vois pas de loin, je le vois quand même d'assez près, c'est le sujet du multi-cloud. J'ai plein de data, je fais plein de choses. Comme vous le savez, chez CloudScreener, on a une DB pour assembler, chez CloudScreener, chez Cloud Mercato, on a une DB pour assembler pas mal de data à propos des clouds, que ce soit les produits, les prix, les perfs. Et du coup, moi, je peux relativement porter un avis sur ce qu'est le multi-cloud, sur comment c'est possible. Pas un avis global, je fais pas tout, c'est pas moi qui installe les infras des gens, mais je peux avoir un avis. Et j'ai envie d'en discuter avec Nicolas parce que lui, bah, il est là-dedans, quoi. Et avant d'en discuter, j'aimerais exposer ma petite vision, mon petit avis sur le multi-cloud, sur ce que c'est, enfin, sur ce que moi je pense que c'est, sur ce qu'on a vu pendant la dernière décennie, notamment du multi-cloud. Euh, pour commencer, je dirais d'abord que je pense que en tant que francophone, les Américains et les anglophones se foutent bien de notre gueule sur le multi-cloud. Pourquoi? Parce que pour eux, pendant longtemps, c'était pas une réalité. Multi-cloud, c'était sympa. Enfin, il y a une dizaine d'années, tout le monde parlait de multi-cloud parce que les gens voyaient le cloud, se disaient, voilà, on a plein d'API dans tous les sens, on va pouvoir créer une VM par là, la dégager, la recréer par là, en fonction des besoins, en fonction du prix, du cours, de la demande, etc. Bon, ce cours, cette demande, ça n'a pas vraiment existé. Ce besoin de multi-cloud, il a existé, par exemple, pour de la redondance, mais en réalité, il y a des solutions intra-cloud pour faire de la redondance et pour répondre à pas mal de choses. Donc, longtemps, les Américains, ils étaient en mode non, mais ça ne marchera pas. Et tous ceux qui ont essayé, ils sont cassés des dents. Alors que de l'autre côté, nous, les Européens et les francophones, on a vu OpenStack, on s'est dit, ouais, c'est trop bien, on va faire Numergy, on va faire CloudWatt, on va faire plein de choses. Et bon, les projets n'ont pas forcément marché. Et même les Américains ont regardé nos projets, ils ont dit, bah, vous voyez, OpenStack, c'est pas fait pour un cloud public. Ouais, je crois que c'était encore 8 ans qu'on pouvait entendre ça. OpenStack n'est pas fait pour le cloud public. Et en réalité, il y a plein de clouds OpenStack de par le monde. En Europe, on peut citer Hopla, on peut citer Elastic en Suisse, on peut citer Walala en Espagne, on peut citer Orange avec leur Flexible Engine, on peut citer OTC qui sont du OpenStack. Il y a plein d'OpenStack publics qui sont sortis, qui OVH? marchent très bien. OVH, oui, a sa partie publique cloud et du OpenStack. Aujourd'hui, je crois que leur bar metal aussi tourne sur du OpenStack. Donc, en fait, du OpenStack, il y en a eu. Et à partir de l'OpenStack, on arrive à gratter comme ça, à imaginer, à se dire, OK, on a une interface qui est pareille partout, on va pouvoir faire du multi-cloud. Oui et non. Même si on a la même interface, quelque part, on n'a pas les mêmes produits. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qui met un frein à se dire, on a une interopérabilité, excusez-moi, mais au final, même produit, pas les mêmes CPU, pas la même RAM, pas le même bloc storage. C'est assez compliqué. Moi, ma réponse à ça, d'ailleurs, c'est que dans le cloud, je compare des oranges avec des pommes et que j'arrive à m'en sortir comme ça, c'est pas grave. Faut juste se dire que tout n'est pas interchangeable. Mais les produits, en gros, les Américains se foutaient de nos gueules parce que le Big Cloud, ça marchait pas. Mais en fait, la tendance, c'est un petit peu à changer au fil des années. Pourquoi? Parce que les gros cloud providers eux-mêmes commencent à dire, bah, nous, on part dans le multi-cloud. Ne serait-ce que pour une première tendance qui est celle de VMware. VMware Cloud, VMware a fait VMware Cloud, mais VMware n'a pas son infrastructure et utilise tous les clouds, notamment les hyperscalers, pour faire son multi-cloud en réalité.
Il y a d'autres tendances aussi qui ont pu affirmer le multi-cloud, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a des fédérations d'OpenStack. On a par exemple la Huawei Fusion, le OpenStack Fusion de Huawei, qui est une fédération d'OpenStack de par le monde qui permet de faire cette interopérabilité relativement rapidement. Et aujourd'hui aussi, on n'a pas les mêmes enjeux. On a les FinOps qui sont là, qui sont censés régler les factures cloud, et ces FinOps-là, in fine, ouf, doivent se poser des questions de type comment je peux améliorer mes prix? Peut-être qu'en allant chez le voisin, mes prix seront plus bas. Et surtout, aujourd'hui, les FinOps sont des API. Ils sont plus sur un fichier Excel. Ils peuvent consulter en temps réel quelle est la consommation et dire, ah bah là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et peut-être qu'on prend la consommation du même compte, mais chez un autre cloud provider pour se poser les mêmes questions. Aujourd'hui aussi, on a des questions de GreenOps. Aujourd'hui, on a des questions de souveraineté. CloudWatt, Numergy, oui, on parlait déjà de souveraineté, c'est sûr. Mais ce n'était pas la même souveraineté. Il y a 12 ans, on n'avait pas d'HDS. Il y a 12 ans, on n'avait pas de RGPD. Là, maintenant, on a des lois claires, fixes, nettes, qui donnent un cadre, qui disent une certification qui dit, pour être certifié données de santé, il faut que tu aies ça. Il ne s'agit plus d'avoir une ligne sur son site Internet. Donc, la question de ta souveraineté, elle s'est précisée. Bon, il y a encore des trucs bleus, tout ça, bon, parlons-en plus tard, mais elle s'est affirmée, la question de la souveraineté. On a des lois qui sont contradictoires avec le Cloud Act. Donc, c'est plus le même marché qu'il y a 10 ans, c'est plus la même manière de voir les choses. Et les personnes qui avaient des projets multi-cloud, moi j'en ai moi-même pour ma plateforme d'analyse du cloud, on a développé en interne un outil CMP, comme on peut dire, Cloud Management Platform, Multi-Cloud Management Platform, mais on l'a gardé en interne. Et il y a plein d'outils qui sont arrivés, qui proposaient des très bonnes choses, mais qui n'avait pas le socle que je viens de vous donner. Ce socle, c'est d'avoir un OpenStack mûr, par exemple, c'est d'avoir des réseaux de cloud, c'est d'avoir des fédérations de réseaux type la Bandwidth Alliance, c'est d'avoir des cœurs data centers où tous les clouds se disent bah, on va aller dans le même building, comme ça, si vous voulez faire du multi-cloud, ça va marcher. C'est des gros contrats qu'il peut y avoir entre les hyperscalers et d'autres clouds qui disent bah, nous, on peut vous déléguer, vous pouvez faire du multi-cloud gratuitement, etc. C'est, comme je vous disais, du FinOps, du GreenOps, c'est de la souveraineté qui se précise. Et tout ça, ça fait plein de sujets. Et je ne vais pas vous en parler pendant 1 heure tout seul avec Nicolas. Et je pense que lui, vis-à-vis de son activité, sera assez bien placé pour jouer au ping-pong avec moi sur ces sujets-là et me dire, mais Anthony, tu te fourvoies, ce n'est pas cela. Je vais t'expliquer, Bon, etc. on a l'air pas mal d'accord. D'accord. Bah, ça commence bien alors. Très bien. Bah, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, Oui, toi, donc, en activité? Nicolas Martinez, donc effectivement, là, je suis le gérant d'une société qui édite une solution, en fait, une plateforme multi-cloud, hybrid cloud, qui a pour but, en fait, de répondre à trois grands sujets, trois grandes problématiques qui sont pour nous, en fait, primordiales, notamment vu l'actualité. C'est bon, bien évidemment la souveraineté, dont tu as commencé à parler et qui voilà, qui est un peu devenu un buzzword d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans la presse informatique, etc. Mais c'est également une notion de réversibilité et de résilience. Voilà. En fait, nous, notre objectif, c'est de répondre à des problématiques que rencontrent nos clients par ailleurs, parce que du coup, j'ai aussi une activité d'infogérance, hein, de plateforme web. Et notre objectif, c'est de permettre de garantir aux clients, d'avoir en fait le meilleur service possible par rapport aux besoins d'hébergement web, on va dire, mais surtout de leur garantir, voilà, qu'en cas de grosse panne, en cas de gros problèmes ou en cas de changement stratégique qui peut être soit un changement côté entreprise cliente ou soit côté fournisseur, quelque chose qui nécessite de devoir changer en fait. Simplement. Voilà. Donc soit un gros incident comme là on a pu voir dans l'actualité avec Google et un data center parisien là, qui a subi un incendie. Donc voilà, et nous, on souhaitait répondre à ça. Alors, on y répondait de par notre activité d'infogérance avec toute la partie voilà, d'infrastructure as a code, d'infogérance, etc. etc. Mais l'idée, du coup, c'est
c'est de créer un produit qui permet de donner cette autonomie-là en fait au client, de pouvoir paramétrer lui-même, de pouvoir décider lui-même d'une stratégie de bascule, mais aussi potentiellement de pouvoir, et c'est là qu'on rentre la notion de multi-cloud, parce que la partie bascule, etc., c'est vraiment traiter la notion de résilience et de réversibilité, donc de pouvoir passer d'un fournisseur à un autre, euh, mais aussi de pouvoir, selon différents types de besoins, pouvoir sélectionner un fournisseur qui répond très bien à une demande et un autre fournisseur qui est plus adapté par rapport à certaines contraintes. Et c'est là où on parle par exemple de souveraineté. C'est-à-dire que nous, effectivement, autant que possible, on aimerait pousser les entreprises à consommer des fournisseurs européens et français. Alors ça rentrera peut-être dans la discussion de tout à l'heure, mais enfin voilà, nous on s'aperçoit vraiment que aujourd'hui, les 70% de parts de marché des trois hyperscalers sont plus dus à des habitudes et à des effets de mode ou de sécurité qu'un directeur va prendre pour éviter d'avoir pris un mauvais choix s'il y avait un problème, quoi. Voilà, c'est plutôt une garantie pour lui qu'autre chose. C'est pas forcément un choix technique voilà, qui dicte enfin, voilà, le choix des acteurs américains. Et du coup, voilà, c'est de montrer qu'au final, on a d'autres acteurs et qu'on peut les consommer. Mais c'est pas, voilà, notre objectif, c'est pas pour autant de dire ne pas consommer du cloud américain. En fait, les Américains, ça fonctionne très bien ce qu'ils font. Voilà. Ils ont des problèmes comme tous. Voilà, on l'a vu, hein, Google, ça marche très bien. Bah, ils ont un gros problème. Même si c'était censé être multi-zone avec 4 data centers sur la région parisienne, eh ben, il y avait tout Paris qui était complètement paralysé. Voilà. Ouais, mais Donc, ils vont te dire que c'était à cause des Français aussi. peu Attends. importe. Peu importe. Moi, ce que j'essaye de répondre, c'est voilà, la problématique des clients. Après, les excuses des uns et des autres. C'est aussi un peu l'idée de la solution, c'est de dire, peu importe en fait la faute à qui, on va dire. Pareil, hein, on peut parler de l'incendie d'OVH. Hein. L'incendie d'OVH, voilà, on peut se poser beaucoup de questions. Hein. Euh, et voilà, donc l'idée, c'est de dire, c'est pas forcément de ne pas utiliser les Américains, d'utiliser que des Français, etc. Non, c'est d'utiliser les bons acteurs pour les bons besoins et toujours avec le même outil. Voilà. Nous, ce qu'on veut permettre à nos clients, c'est en gros d'effacer tout ce qui est dette technique par rapport à l'ensemble des cloud providers qu'il y a sur la place de marché. Il y en a beaucoup. Là, nous, aujourd'hui, on en a 7, plus après des technos de cloud privé. Et du coup, de concentrer, de leur permettre de se concentrer essentiellement sur le déploiement de leurs applications que la solution gère nativement, et de pouvoir du coup voilà choisir à la demande tel ou tel fournisseur avec telle ou telle puissance, etc., etc. Et si jamais il y a un pépin, en fait la bascule est automatisée, ou alors on peut faire voilà du PRA, du PCA, enfin voilà, toutes les solutions. Donc voilà, nous notre mission effectivement, c'est pour ça que tu parles du multi-cloud. Pour nous, c'est une notion qui est hyper importante. Puisque du coup, en plus, on le voit d'une manière, c'est pas forcément d'utiliser en parallèle tel ou tel cloud, c'est aussi potentiellement les utiliser en même temps, quoi. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est qu'en réalité, tous les clouds ont leurs forces, ont leurs faiblesses. On va même vers plutôt la notion de polycloud. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà lu dans la presse. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait, en fait, de permettre à nos clients, enfin à nos utilisateurs, de pouvoir consommer le meilleur fournisseur en fonction de leur type de besoin, mais surtout de pouvoir à tout moment pouvoir changer. Non pas changer parce qu'on veut du mal au fournisseur, mais tout simplement parce qu'on a une contrainte, soit un incident, soit une contrainte légale, soit une contrainte enfin, politique en interne, etc., qui nous oblige à pouvoir changer et d'éviter que ça soit au final un verrou technique. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop Ok. long. Non, pas du tout. C'est bien, tu nous as bien donné le contexte dans lequel tu évolues. Euh, donc, si je dois résumer, si je viens vers toi en te disant je vais héberger ma plateforme, toi tu vas regarder mon besoin et tu vas m'orienter vers ce qui est le plus adapté. Basiquement, Alors, vraiment basiquement. Alors ça, c'est mon activité d'infogérance, donc c'est une autre société que le produit dont je te parle. Non, le Ouais. produit, c'est justement, en fait, l'idée, c'est une solution qui est, dans un premier temps, installée sur une version on-premise, hein, qui est vraiment sur les ressources du client, qui est dédiée au client. Et le client, en fait, du coup, dans la solution, il a une liste de fournisseurs qui sont disponibles.
Mhm. Et le client, en fait, va choisir sur quel fournisseur il veut déployer ses solutions. Donc, il utilise ses propres API key, ses propres comptes de facturation. Et il va pouvoir dire, je vais donner, enfin, voilà, des exemples de prospects qu'on a là, voilà, très concrets. Ils ont certaines applications web qui, alors, comme tu le citais très justement, ben voilà, où il y a des très fortes contraintes hein, sur la partie RGPD, sur la partie type de données. Mais c'est pas que ça peut être aussi du secret industriel, ça peut être souvent Ouais. on parle de RGPD, mais en réalité, la souveraineté, ça va bien plus loin que ça, quoi. Mais par ailleurs, ils ont d'autres applications ou d'autres besoins qui sont plus temporaires, qui nécessitent pas d'aller sur un acteur qui est certifié SecNumCloud, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que la solution, toujours de la même manière, c'est-à-dire la partie opérationnelle, la partie création de ressources, la partie déploiement d'applications, supervision des plateformes, c'est toujours le même outil qui gère ça. Et en fait, en fonction du projet, en fonction des contraintes du projet, il va pouvoir dire, bah voilà, moi, pour mon site, j'en sais rien, un WordPress événementiel qui va durer 6 mois, bah, pourquoi pas, je vais profiter voilà, d'une offre ou d'un crédit que j'ai chez OVH, voilà. Pour mon application qui est hyper stratégique, qui a des données hyper sensibles, ben, je vais plutôt choisir un acteur avec la labellisation SecNumCloud ou avec une certification ISO, etc., de type 3D Scale ou autre. Donc voilà, l'idée, c'est de leur permettre vraiment de choisir le fournisseur en fonction de leurs besoins. Et s'ils ont, admettons, j'en sais rien, moi, un site web, la version de leur site web qui est où c'est du pur éditorial et que ils veulent adresser le marché américain, bah là ils vont pouvoir consommer de la AWS, du GCP ou Azure, enfin peu importe, sur la région États-Unis, enfin où ils veulent quoi. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment ça quoi. Et bien sûr derrière ça, donc bien, de ne pas brider les acteurs américains, encore une fois, c'est pas l'objectif. Mais par contre, c'est de montrer qu'en réalité, en termes de consommation de cloud computing, en termes de méthodes de déploiement DevOps, voilà, comme les informaticiens d'aujourd'hui travaillent hein, avec de la CI/CD, etc., bah, en fait, ils peuvent très, très bien consommer du cloud français, du fournisseur français, aussi bien que les acteurs américains, c'est-à-dire qu'ils répondent vraiment parfaitement à la demande, hein, sans aucun problème sur la partie computing. Et on veut même aller plus loin que ça. On veut même, nous, du coup, là, on a une démarche où on veut, du coup, intégrer aussi des acteurs régionaux. Donc, c'est d'aller dans chaque région, d'aller voir des acteurs qui ont une offre cloud public ou pas, et de pouvoir, du coup, les rajouter en tant que provider et de permettre, alors, je sais pas dans quelle région vous êtes, quoi, mais admettons, voilà, bon, si vous êtes dans la région parisienne, vous en avez pléthore, mais moi, par exemple, dans la région Occitanie, bah, voilà, c'est de pouvoir dire à un client, bah, si vous voulez, vous allez consommer du cloud public entre guillemets d'un fournisseur qui est dans la région, à Montpellier, à Toulouse, enfin, peu importe. Et si vous avez d'autres besoins, bah, ça peut partir sur les data centers parisiens ou sur les data centers américains, enfin, peu importe. Mais l'idée aussi, voilà, c'est de dire votre besoin aujourd'hui, en réalité, c'est pas de consommer de la AWS. Votre besoin, c'est de déployer rapidement vos applications, d'être agile et d'utiliser les dernières méthodes de déploiement de vos applications sur des ressources compute. Ces ressources compute, après, à vous de choisir où vous les déployez. Et nous, ce qui nous séduit bien, c'est de dire, bah, pourquoi pas les déployer au plus proche de chez vous et de faire travailler des entreprises françaises et des entreprises locales au lieu de créer des revenus sur des entreprises sur des entreprises Défiscalisé. internationales défiscalisées. Voilà, c'est un peu. Voilà, donc ça, c'est la démarche jusqu'au boutiste. Mais en gros, voilà, c'est essayer de vulgariser et de mettre à disposition, on va dire, les méthodes et les outils cloud pour tous, quoi. Voilà. Et, basiquement, votre outil, il a automatisé votre manière de penser, dans le sens où bah, vous étiez intégrateur, entre guillemets, artisan. Et Ouais. là, vous vous dites, bon, il y a un panel, on a l'outil informatique, on va essayer de faire un truc à peu près automatique pour pouvoir répondre aux clients. Et plutôt que de réfléchir en termes de consultant qui va répondre à un client, vous dites à vos clients quel est ton profil, définis ton profil. Est-ce que tu te restreins, est-ce que tu restreins ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu serais prêt à accepter ça pour ça, etc. Enfin, globalement, je pense à un formulaire Ouais, web. ouais. Et à partir de ça, ton infra elle sera déployée. Tu auras toute la question de choix, de où, de qui. Enfin, c'est surtout la question de qui on ne sera plus présente, puisque l'infra, enfin, ça aura été posé au préalable, et ton outil
fera ce que le client n'aura plus besoin de penser, mais se mettra à jour, bien sûr, puisqu'il y aura les régions, les nouvelles régions, les nouveaux produits, sera capable de faire de la suggestion. Enfin, même au-delà de la suggestion, c'est plutôt va faire de l'action même sans suggestion, puisqu'il n'y en a pas besoin, en fait. Oui, alors ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que tu parlais par rapport à mon activité, moi, c'est pire que ça, en fait. C'est que je suis en train je suis assis sur une branche, hein, le métier d'infogérant, je suis assis sur une branche qui va casser tôt ou tard. Parce que aujourd'hui, ce que je fais pour mes clients, l'outillage, les solutions qui arrivent et les méthodes utilisées par les développeurs, etc., vont faire que ce métier-là, ce métier d'infogérance, hein, concrètement, voilà, on maintient des plateformes, etc., ça, on va dire, j'estime que 70 à 80% des actions opérationnelles vont être full automatisées et vont être largement réduites. Donc, au lieu voilà, d'attendre que la branche casse, je la scie moi-même pour pouvoir sauter sur une autre et anticiper ce truc-là. Et puis, parce que aussi, même moi, en tant que prestataire, pour moi, c'est un confort et c'est une qualité de service que je rends à mes clients au final. Parce que moi, ce que j'aime garantir à mes clients, c'est de leur dire, bah, OK, s'il y a Google qui tombe, bah, c'est pas grave. En quelques heures, on bascule ailleurs et vous perdez pas votre business à attendre 48 heures. 48 heures, ils ont été bloqués, hein, Ouais. Google. Vous attendez pas 2 jours à plus avoir de business, quoi. Donc, au final, même si cet outil-là, effectivement, va me retirer une certaine part entre guillemets, d'activité, et encore que, en fait, c'est juste l'activité qui va changer, ça permet d'offrir une meilleure qualité de service. Et Ouais. pour mes clients, du coup, pour les utilisateurs de cette solution, mais pour le coup, d'ailleurs, je serai moi-même mon propre client de cette solution, hein. L'idée, c'est de changer la vision de l'hébergeur, entre guillemets, ou du cloud provider. C'est de faire en sorte que ça soit une option, même peut-être une option préférentielle, parce qu'on aime bien ce produit, parce qu'on aime bien la société avec qui on travaille, etc. Par exemple, quelqu'un qui est très content de travailler avec OVH et qui travaille depuis toujours avec OVH. L'idée, c'est voilà, c'est que ça soit plutôt un choix de type partenaire et non pas un choix de type qui devienne une contrainte. C'est vraiment d'apporter cet aspect-là. Euh, c'est d'éliminer l'aspect contrainte technique, l'aspect Mm. dette technique que peut très rapidement en fait devenir un fournisseur cloud ou un hébergeur, quoi. Ouais, bah, en fait, ça retombe sur le sujet comme quoi, enfin, je sais pas si d'ailleurs, toi, tes clients te parlent plus de VM que d'autres services, mais ça retombe sur le fait que pour l'instant, le cloud, on retombe sur de la VM. Et enfin, 80%, on retombe sur de la VM. Les gens partent de leur data center privé, ils mettent de la VM sur un cloud public. Et finalement, c'est bien, vous avez des VM, mais ces VM-là, il faudra votre même, à peu près le même sysadmin qu'avant pour pouvoir les gérer. Et Oui. toi, ton outil, au final, il grignote encore une fois sur ce travail, ce rôle de sysadmin qui n'existera plus du tout, en tout cas, de manière Oui, physique. alors, il existera toujours parce qu'il y a par exemple besoin d'un sysadmin pour quand même vérifier, et pour superviser et maintenir ne serait-ce que la partie infra qui héberge la solution elle-même, qui fait tourner les plateformes. D'accord? Donc, c'est clair que nous, du coup, on a vraiment le parti pris d'amener les clients à avoir aussi la consommation de type cloud comme ce qu'on appelle de l'infrastructure immutable. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de dire qu'à un moment donné, on va consommer de la ressource compute et cette ressource-là, d'une heure à l'autre, elle peut être détruite et reconstruite. Donc, c'est pour ça qu'au final, effectivement, l'action un peu euh, sysadmin d'un système qui tourne H24 sans arrêt, etc. Oui, sur ce type de consommation-là, il a plus trop de sens. C'est-à-dire que tout ça est vraiment automatisé aujourd'hui, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais il reste quand même. L'idée, c'est de ne pas tuer le métier de sysadmin. C'est pas non plus de tuer le métier de dev, enfin peu importe. L'idée, c'est d'apporter de l'automatisation et de la qualité de service et que du coup, la plus-value des sysadmins, etc., voilà, se transfère plus sur des méthodologies de DevOps, sur de l'amélioration continue, sur de la supervision, sur la mise en place d'outils de traçabilité, etc., etc., qui apporte en fait une réelle plus-value par rapport à la consommation qu'on a aujourd'hui notamment sur la partie cloud computing, quoi. Ok. Et est-ce que tu as la même vision que moi, comme quoi pour l'instant, les gens viennent consommer de la VM? Oui. Oui, oui, alors clairement aujourd'hui, alors
On a un peu de tout, mais majoritairement, effectivement, aujourd'hui, les clients qui consomment du cloud, c'est, voilà, ils vont prendre de la VM. La VM, elle va tourner H24, elle va avoir, voire même sa stack qui est en legacy, qui tourne comme ça. On s'approche plus du lift and shift que de la consommation. Après, j'ai aussi des clients qui consomment du container as a service, qui consomment Mhm. de la DB as a service. Il y a vraiment un petit peu de tout. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a plus la sensation que la partie computing cloud est utilisée plus pour pallier des problèmes d'agilité, de rapidité, de mise à disposition de ressources que les entreprises peuvent avoir en local. Ouais, c'est bien Euh, dit. C'est bien voilà, dit pour dire un papier qui traîne sur un bureau et qui n'a pas envie de se faire signer. voilà, ou aussi il y a certains clients qui partent sur du cloud, où ce sont par exemple des directions marketing ou des choses comme ça qui décident de partir sur le cloud parce que bah, elles trouvent que leur service DSI n'est pas assez réactif sur ces sujets-là, que du coup ils bloquent le business, que le time to market est trop décalé. Alors ça a tendance un peu à s'estomper petit à petit, mais dans les grosses structures, bah c'est pas facile, hein. C'est pas facile Mm. pour une entreprise qui est une très très grosse infra de faire du jour au lendemain du cloud, hein. Alors après pourtant tu vois il y a des solutions hein, qui existent, hein, de l'OpenStack, du Kubernetes, etc. Mais c'est pas voilà, c'est pas super c'est pas super adapté pour les équipes. Il faut comprendre qu'une Ouais, DSI qui a, j'en sais rien, moi, 100 ingénieurs et où au final le parc informatique, c'est plus de la gestion, de faire des grosses infras de SAP, des choses comme ça. Les spécialistes Kubernetes ou les spécialistes, j'en sais rien, moi, même Linux sur des OS web, etc. C'est pas forcément la majorité des, euh, des compétences qu'il y a en interne. Donc c'est comme ça qu'en et fait, au c'est final, pas le effectivement, business, quoi qu'il arrive. ouais, et c'est pas leur business. Et c'est pour ça souvent qu'ils sous-traitent hein, la partie cloud, hein. Alors après, il y en a d'autres qui ont une vraie stratégie de cloud. Il y a aussi l'erreur où il y en a qui se sont dit, ah, ça va nous coûter moins cher. Parce que du coup, on n'a pas un data center à maintenir, etc. Bon, là, il y en a beaucoup qui font machine arrière, hein. Là, vraiment, là encore, la semaine dernière, là, vendredi, j'ai eu un call avec une entreprise au Luxembourg qui est en train d'étudier le rapatriement de ces workloads, justement, sur des data centers privés, voire même des opérateurs. Ils choisissent au final plutôt des opérateurs qui ont des data centers dans le coin et repartir sur des serveurs physiques plutôt que de consommer du cloud enfin, US en occasion. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qu'on apporte aussi avec notre solution parce on a la possibilité de pouvoir déployer les applications aussi sur des serveurs physiques qui ne sont pas sur des serveurs cloud. C'est Ouais, vraiment dans ce qu'on appelle la partie un peu hybride, hein. C'est-à-dire l'hybride, c'est du cloud public plus de l'infra privé. Alors l'infra privé, c'est soit de la techno cloud, qui peut être par exemple de l'OpenStack ou du VMware, enfin des choses comme ça. Mais ça peut être aussi du serveur bare metal, voilà, hein, qui tout simplement est rajouté en tant que node. Mais bon, pour lequel évidemment on n'a pas les fonctionnalités d'autoscaling, de remplacement automatique d'instance si ça tombe, hein, forcément là c'est un serveur physique. On n'est pas capable de oui, venir le dupliquer à la demande. Mais je pense que voilà, je pense qu'aujourd'hui aussi les entreprises sont en train de faire ils sont en train de rationalisation. réaliser ça. Ouais, ouais, ils sont en train de réaliser que le cloud c'est bon, c'est bien pour certaines choses, c'est pas forcément bien pour d'autres, et puis c'est bien au final de mixer. Et je pense qu'aujourd'hui, rien que sur la notion de résilience, bah, de toute façon, moi ce que je me dis, c'est que si une entreprise elle sait déjà faire de l'hybride, on va dire, ça veut Ouais. dire que déjà elle sait gérer la notion de résilience. Ça veut dire que du jour au lendemain, en réalité, en dehors des aspects connectivité Internet, et ça veut dire qu'ils sont capables de déployer leurs applications à droite ou à gauche. Donc, c'est Ouais, déjà une bonne chose, quoi. ouais. Bah après, tu me disais, déployer sur bare metal ne proposera pas toujours la même flexibilité, mais quelqu'un qui prend une VM AWS en contrat sur 3 ans, la flexibilité, Non, euh, le cloud, on oublie que le cloud, en fait, au départ, alors moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu, parce que moi, je vais faire mon vieux, hein, parce que ça fait. Ah, moi, c'est rigolo, parce qu'en fait, j'ai connu le passage de serveur physique à serveur virtualisé. La ouais, virtualisation, déjà, ça a été un choc, hein. Ça a été un choc, hein. Moi, ça fait 20 ans hein, que je suis fait du sysadmin, donc et c'est la même chose que du coup de partir sur le cloud. Au début, le serveur virtuel, le VMware, c'était surtout pas pour de la prod. C'était que pour des plateformes de dev, de pré-prod pour tester. Et puis la vraie prod, ça part sur des serveurs physiques qui sont dédiés. Et puis les mentalités évoluent, etc. Et le cloud, c'est pareil. En fait, le cloud, ce qu'on a oublié, c'était de dire que l'intérêt du cloud, c'était d'avoir de la ressource à la demande.
à la demande. Mm. Et du coup, pas forcément qui tourne H24. C'est-à-dire que l'intérêt du cloud, mais même en termes de facturation, c'est pas d'avoir forcément quelque chose qui tourne H24. Alors, Mm. cette utilisation, du coup, elle s'est un peu. Voilà, elle a été chamboulée parce qu'au final, on dit, ouais, ben, les infras, elles tournent de toute façon à H24 parce qu'on en a besoin. Mais c'est pas forcément, du coup, effectivement, je pense, le bon constat. Les très, très gros consommateurs de ressources cloud, je pense qu'ils vont rapidement revenir sur du on-premise ou en tout cas sur de l'infra qui leur appartiennent Mm. avec des technos qui leur permettent de faire voilà, des déploiements de type DevOps, etc., hein, comme les Europe, ça, admettons. Mais je pense que oui, là, il va y avoir un retour en arrière par rapport à ça. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvaises utilisations, quoi. Mais moi, ce que je vois, c'est si 80% des gens consomment de la VM. Enfin, entre guillemets. Je te vois arriver. Pourquoi est-ce que je vais aller chez AWS alors qu'ils ont 400 services? C'est une bonne question. Alors pourquoi le choix d'AWS souvent? Alors c'est si alors bah, le côté c'est si alors il peut y avoir le côté de consommation justement alors cet aspect à la demande, c'est-à-dire que tu vois par exemple un développeur il a besoin de popper une instance pour sa pré-prod mais ou pour une version de recette ou une version de démo etc. Bah l'avantage c'est que voilà là c'est de l'instantané, il lance son petit script, son Ça- petit process là que ce soit du Terraform enfin peu importe. Il va popper des ressources, ça va le déployer, ça va être accessible sur Internet, et puis voilà. Donc ça, c'est un peu la promesse du cloud et l'intérêt du cloud pour moi. Elle est vraiment là. Tout à C'est fait. dans l'aspect, je consomme du compute en allant consommer de l'API. J'ai pas besoin d'aller faire un ticket à un service IT qui Ouais, va me popper ma ressource dans bah 24 heures. ça, c'était un peu le credo de DigitalOcean au début et un peu de Ouais. Linode. DigitalOcean était venu et avait dit, nous, on est les kings du shadow computing, comme on appelait ça à l'époque. Le shadow computing, c'était bah voilà, on est une petite équipe de dev, on a besoin d'une machine, voilà, faut remplir un papier, un formulaire, faut demander, justifier, etc. Alors que je prends mon porte-monnaie, ma carte bleue, je vais sur DigitalOcean et j'arrive à avoir une VM à 25 euros par mois. Et on se répartit ça entre nous, les gars, vous me payerez des bières et tout ira bien. Bah, ça, c'était le shadow computing à l'époque. Et c'est comme ça que DigitalOcean est rentré dans le cœur des développeurs. C'est parce que c'était moins compliqué d'acheter une VM DigitalOcean vite fait et de faire nos trucs. Mais Ouais. du coup, je pense que toi, tu es en train de me répondre sur pourquoi est-ce que je devrais aller chez AWS plutôt que rester on-premise. Mais du coup, moi, ma réponse, ma re-question, ce serait pourquoi est-ce que je devrais aller chez AWS plutôt que DigitalOcean si 80% de mon business, ce sera de la VM? Là, pour moi, c'est un effet de mode, ça. Alors oui, je te répondais effectivement sur la notion cloud computing versus infrastructure Premise. on-premise. Ouais. Sur la partie, enfin voilà, rapidité, provisioning, quoi. Après, pourquoi AWS, tu parles de l'entité, c'est-à-dire pourquoi AWS plutôt qu'un Vultr ou plutôt qu'un autre fournisseur? Ouais, clairement. Je pense qu'il y a clairement un effet de mode, un effet de confiance, un effet de. Je pense qu'AWS, même Azure, ils sont en train de bien rattraper sur ça. Ils sont très très forts pour donner. Alors ça, c'est mon recul à moi. Je dis pas que c'est la vérité, mais moi, c'est ce que je constate dans les équipes chez mes clients. C'est que voilà, ils ont du Terraform et plein de solutions qui sont déjà prêtes à consommer, à copier-coller dans leur projet. Et du coup, bah voilà, ils consomment de l'Azure ou de l'AWS. Donc là, c'est plus du choix parce que en fait, derrière, ces entreprises sont très très fortes pour entre guillemets Donner du prêt à former, l'emploi. voilà, donner du prêt à l'emploi, donner du quick win quoi. En fait, voilà, hein, c'est vraiment du quick win Ouais. et du coup en fait, bah, les gens n'ont pas forcément envie d'apprendre à faire du Terraform avec tous les providers. Voilà, c'est de la maintenance, c'est pas le plus sexy. Donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Dans les grosses boîtes, il y a un peu l'aspect du directeur qui, comme il va choisir AWS, bah, il a choisi Microsoft. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est le leader du marché. Et si demain il y a un problème, eh ben, on ne viendra pas me reprocher d'avoir choisi le leader du marché. Ça, c'est le cas lambda, hein, c'est ce qu'on voit vraiment de partout.
C'est tabou de le reconnaître et de le dire, mais c'est la réalité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, un DSI d'un grand groupe, bah, je pense qu'il voilà, il aurait un peu de courage de sélectionner un acteur français, tu vois, pour déployer de l'infra d'envergure, plutôt que de dire bah, je vais partir sur de l'Azure ou de l'AWS. C'est mon opinion et c'est ce que j'ai souvent constaté. Non, moi je suis assez d'accord. Souvent, on nous dit, enfin, moi, je vois passer plein de posts parce que je me tiens au courant de tous les clouds. Et souvent, quand il y a des posts au VH, tu peux lire dans les commentaires, oui, mais au VH, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. Oui, c'est clair, il a pu se passer des incidents. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, les gens peuvent nous dire, chez Azure, la sécurité est assurée. Ouais, chez Google, la sécurité Ah, est c'est fou. assurée. Et moi, je trouve que c'est un peu l'effet Michael Jordan avec sa canette de Pepsi, tu vois. C'est une star qui te l'a dit, tu vois. C'est une star. Donc, c'est que c'est vrai, tu vois. C'est Et, ça. et en fait, il n'y a personne qui a blâmé hein, Azure qui dit chez nous, il n'y a pas de problème. OVH l'a aussi dit chez nous, il n'y a pas de problème. Donc, chez Alors qu'il y a personne, il des y a de problèmes, problème. Ouais. il y a des problèmes chez tout le monde, hein. Il y a des problèmes Voilà, chez tout le monde. exactement. Ou il n'y a pas de problème chez personne, quoi. Enfin, voilà. C'est- on voit la chose comme on veut. Il y avait Mais, Jérôme qui avait une question, je crois. ouais, vas-y, mon Jay. Ouais, moi, je me demandais justement, moi qui suis pas, je le répète, mais qui suis pas trop technique, on va dire, mais plutôt marketing, économie, tout ça. Étant donné que même inconsciemment, on se dirigerait bah, vers le leader, un peu comme pour c'était des chaussures, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça fait ça, mais on va dire ça. Comment tu verrais l'évolution du marché du cloud européen et même français, étant donné qu'il y a cette barrière de confiance dans les 10 ans, on va dire, en termes de part de marché, comment ça va évoluer et est-ce que ça va rester toujours au même stade en fait. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, là, j'ai vu que, en fait, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que le, le- le- les hyperscalers n'arrêtent pas de progresser, donc sont toujours autour des 70. Par contre, ouais, c'est ça. Par contre, les Français, ils descendent, quoi. C'est assez hallucinant. Alors qu'il y a de plus en plus d'initiatives françaises et européennes et de plus en plus d'acteurs qui mettent à disposition des infraclouds, etc., et qui répondent, à mon sens, au moins à 80% des besoins. Je suis d'accord qu'il y a certaines fonctionnalités, certaines briques sur lesquelles les Américains sont vraiment top, ils sont très très bons, et ça va être compliqué de les concurrencer, mais j'ai envie de dire, moi, je suis toujours là à dire, il vaut mieux qu'il y ait un concurrent parce qu'au contraire, ça nous permet d'aller challenger, quoi. Alors, comment Ouais, je vois le marché français, effectivement, c'est une très bonne question et c'est pour ça qu'aussi nous, on a cet ADN-là. C'est pour ça qu'on aimerait justement montrer qu'en réalité, on peut consommer en tout cas sur la partie computing, on peut consommer autant du français que de l'américain ou du chinois, parce qu'on parle pas de chinois, mais c'est kiff-kiff, quoi. Bon, on le voit moins utilisé en Europe, mais bah, je suis assez positif et pessimiste. Alors, je suis positif parce qu'il y a énormément on voit alors, on peut se poser la question de la légitimité parfois de certaines actions comme Blue, etc. Enfin là, les trucs qui sont en train de se monter en partenariat avec Microsoft, avec Google, etc. Bon, admettons, même s'ils nous garantissent que derrière, il y a vraiment une étanchéité, on est sur du full français, les opérateurs sont français, les data centers sont français, la solution Google est complètement couplée d'Internet, ça ne discute pas avec les... Bon, soit. Bon. Donc, déjà, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si du coup, on utilise quand même des technos américaines et donc, et qui sont pas open source. Très important. Euh, donc, le côté positif, c'est ça, c'est qu'il y a quand même des ambitions, il y a quand même des choses. Alors, après, est-ce que ce sont plutôt des actions, parce que ce sont des très, très gros cas derrière, donc est-ce que ce sont plutôt des actions parce que il y a eu toute cette histoire autour de la souveraineté, du cloud de confiance, etc., et que tout le monde essaie de se mettre dedans. Il y a plein d'actions, hein. Il y a un projet qui s'appelle NumSpot aussi qui se lance, mm, où il y a des très gros acteurs derrière, etc. Donc, il y a de très grosses ambitions. Donc voilà, ça, je trouve que c'est positif. Je pense que du coup, il y a des gros du secteur qui ont des moyens et donc en théorie qui ont les capacités de faire. Je suis aussi positif, contrairement à certains où il y en a plein qui disent bah, il faut abandonner la guerre du IaaS, quoi, voire même du PaaS, quoi, qui est déjà gagné par les Américains. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais
bah, regardez ce que font les Chinois, quoi. Les Chinois, en fait, ils regardent ce qui marche bien ailleurs, ils étudient, ils regardent, ils copient, ils refont, et ils font aussi bien, et après ils deviennent presque leaders, quoi. Je Mm. pense que c'est plutôt cette inspiration-là qu'on devrait avoir, plutôt que de se dire, bon, on a perdu la guerre, allons nous focaliser sur l'intelligence artificielle, on est les meilleurs, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend, c'est ce que j'entends de plus en plus, moi, ça me fait hurler. Autant c'est vrai, hein, sur les nouvelles techno, faut y aller, faut être les meilleurs, mais même si on a du retard, je pense qu'on peut largement rattraper. Et c'est là où, du coup, je suis un peu pessimiste. C'est que, du coup, aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on n'a pas forcément une vraie. Mais tout se recoupe avec. C'est pour ça qu'on a. Enfin, notre produit, il tend aussi à répondre à ça. C'est là aujourd'hui, en fait, on a plutôt l'impression qu'il y a plein d'acteurs qui font les choses chacun dans leur coin. Et qui vont du coup créer encore une énorme disparité de services, d'offres, de techniques, etc. Ça va noyer les entreprises, ça va noyer les acteurs. Parce que là, en fait, on parle pas que des grosses entreprises, on parle aussi des PME, des TPE qui ont pas, voilà, qui soit sous-traitent, soit essaient de traiter en interne, etc., mais qui sont noyés dans toutes les solutions où on a Mm. beaucoup trop de disparités sur la partie technologique. Et c'est là où je trouve que du coup, on est un peu contre-productif par rapport à ça. Il y a aussi une question de mentalité. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont plus en train de se dire, bah, il y a un gros marché, on va tous essayer de capter un maximum chacun de notre côté et gagner du business. Et pour te parler clairement, par exemple, moi là, quand j'ai discuté avec plein d'acteurs et les majeurs français hein, sur notre solution là, bah, il y en a qui comprennent que ça facilite la consommation et l'adoption du cloud français. Il y en a qui Mm. comprennent le produit comme ça. Il y en a d'autres qui comprennent qu'en fait, à tout moment, leurs clients peuvent partir ailleurs. Ouais. Oui. Donc ça, enfin, pour moi, c'est Je vraiment connais, purement ouais. français, quoi. C'est purement français. Et alors, je le vois aussi localement. Hein. Tout à l'heure, je te parlais des data centers. On rentre en contact avec des data centers locaux, etc. Ben, là, c'est pareil. Là, les derniers que j'ai rencontrés quand j'ai fait des présentations, le gars, en fait, il a un data center dans la région. Ben, il est super content parce qu'en fait, bah, tous ses clients, c'est des clients de la région. Mais quand tu lui parles de cloud, il se dit, oula, non, je vais surtout pas, je vais surtout pas vouloir que mes clients potentiellement apprennent à consommer du cloud avec une API, etc. Parce que bah, du moment qu'ils vont pouvoir faire ça chez moi, en fait, ils vont pouvoir faire ça chez n'importe qui. Et ils se disent, bah, du coup, ils vont partir, quoi. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que voilà, moi j'ai certains acteurs où carrément il y en a certains qui nous ont dit non, mais nous, on n'a pas peur qu'ils partent parce qu'on est les meilleurs et ils partiront pas. Et après, pourquoi pas qu'on se met à côté de la doublesse, ils font ce qu'ils veulent, mais on sait qu'ils partiront pas. Et d'autres qui se disent oula, non, ça ouvre une brèche et potentiellement ils vont comprendre qu'ils peuvent facilement se débarrasser de nous. Ouais. Donc c'est de l'humain en fait derrière. Et donc voilà, le côté positif et négatif, il est là. Et je pense que voilà, on a quand même une mentalité un peu particulière. Bah, la France, c'est particulier. Enfin, déjà, les Français, on est particulier. Moi qui suis à l'étranger, on est pessimiste, faut le dire. On est pessimiste en tant que Français. Ouais. Faut le dire, les gars, les filles, c'est comme ça, les Français sont pessimistes. Après, pessimiste, ne change pas qu'on fait des très bonnes choses et des très bonnes choses. Et si on prend le marché du cloud, en France, on a plus d'une dizaine de fournisseurs d'infrastructures as a service. Ouais, ouais. On Ah est un oui. des plus grands pays d'Europe, ok, mais on en a quand même plus d'une dizaine. Si on doit prendre les noms, on a 3DS, enfin Scale, on a OVH, on a Scaleway, on va dire Monaco Cloud, c'est en France. On a du Ikula, on a du Jaguar. On en a vraiment une dizaine bien établie depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, vingtaine Et, d'années pour certains d'entre eux. et qui marche très Gandhi, bien. voilà. Ouais, Et qui marche très bien. et qui marche très bien. Et la plupart même, enfin, la plupart certains étaient là avant même que le mot cloud existe et que le cloud soit démocratisé. Donc, comme tu dis, on arrive à un moment donné, en 2024, où ouais, chacun aura son API, chacun fera son truc, ça va être le bordel. Comment réunir ça? C'est un des enjeux de Gaia X d'ailleurs, comment réunir tout ça et faire des protocoles assez similaires pour chacun d'entre eux. En tout cas, laisser les consommateurs avoir des repères dans tout ça. Mais on est limite plus dense que les États-Unis. Oui, oui, Donc, clairement. c'est Ben, compliqué là, en termes de c'est marché. aussi ça, tu vois, nous, l'ambition du projet, c'est aussi ça. C'est d'apporter, du coup,
une abstraction complète là sur la partie technique de tous ces fournisseurs. Moi là, dans la liste, là, je t'ai dit aujourd'hui, on intègre sept cloud providers, dont les 3 Américains. On a une vingtaine d'acteurs, cloud ou pas, enfin, qui fournissent de la ressource compute en France et en Suisse, etc., qui sont prêts à être rajoutés, quoi. Donc on en a des acteurs. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est exactement ce que tu décris, c'est ils ont chacun leur spécificité, comment on fait pour les consommer. Bah, nous, on essaie de répondre justement à cette demande-là. Et effectivement, si tu fais un maillage de tous ces acteurs-là, mais en fait, on est résilient. Et deux, parce que c'est pareil, ça me fait toujours rire de dire le cloud, c'est la promesse d'avoir des ressources à l'infini. Mais c'est faux. C'est juste faux. C'est déjà, personne ne répond à une consommation à l'infini. Personne n'en a besoin. Voilà. Voilà, je prends n'importe quelle grosse PME. Voilà, allez, il faut déployer 1000 VM, c'est déjà beau, quoi, tu vois. Mais même chez Azure, hein, si tu veux une VM chez Azure, enfin, tu veux 128 corps, ils vont déjà te demander, attends, il y a des quotas, Oui, pourquoi oui. tu les C'est veux? qui? Exactement. Et tu vas leur dire, j'en veux 128, ils vont dire, t'en veux pas 64? C'est ça. C'est ça. Tu es obligé de passer par un process support pour activer un nouveau palier de C'est ça. nombre d'instances, etc. Donc, c'est pour ça, voilà. Après, il y a la différence entre la promesse et la réalité aussi du besoin. C'est-à-dire que c'est ça que moi, ce que j'essaie aujourd'hui d'expliquer aux gens et aux grosses PME, etc., c'est qu'en réalité, effectivement, les gros Américains, on a l'impression qu'ils ont énormément de ressources, etc. Mais en réalité, si tu prends n'importe quel acteur français, aujourd'hui, il est capable de répondre à la demande compute de ces boîtes-là, de la plupart de ces boîtes-là. Allez, je veux bien qu'il y en ait certains qui consomment énormément et qui ont besoin de pouvoir déborder. Ben, c'est là, d'où l'intérêt de pouvoir potentiellement faire du multi-cloud. Pourquoi pas déborder sur plusieurs acteurs et des acteurs français. Du coup, bah, on fait de la résilience, on est sur plusieurs acteurs en même temps. Deux, bah, du coup, on est full français et puis, enfin voilà, il n'y a que du bénéf, quoi. Il n'y a que Ouais. du bénéf à faire du multi-cloud français, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette notion de multi-cloud, il y a plusieurs clouds qui sont intégrés, enfin plusieurs manières de voir le cloud, parce que quand on met multi-cloud, on se dit, voilà, on met un bol et on va foutre plein de logos de cloud dedans et ça va faire un multi-cloud. Mais Ouais, en réalité, c'est bien. il y a le on-premise, il y a le private cloud, il y a le public cloud, il y a le hybrid cloud, il y a plein de notions, plein de trends qui sont apparus dans les dizaines d'années passées. Et notamment celle du private cloud qui est intéressant. Et il y a une notion que je vois souvent et que les gens ne sont pas très acclimatés, c'est que, il y a beaucoup d'acteurs, notamment des acteurs européens, qui utilisent OpenStack, qui ont des public cloud, et qui, en plus de vendre de leur public cloud, ils sont aussi des infogéreurs de cloud privés qu'ils installent pour des clients. Donc typiquement, je suis un Ouais, client, un jour je viens leur voir, je leur dis j'ai besoin de mettre 20 VM voilà, pour mon infra. Ils vont me dire OK, on a un public cloud. Si demain je viens leur voir, je leur dis moi je veux une grosse infra, il me faut aussi un function as a service, il me faut un truc particulier. Eux, ils vont me dire, bah, cette fois-ci, on t'installe un OpenStack, ce ne sera pas le même devis, ce ne sera pas le même service, mais ils t'installent ton OpenStack privé. Et typiquement, en fait, ces gens-là, ils répondent ils mettent le gap entre le cloud public qui a ses limites, hein. Certes, tu aurais pu booter 200 VM chez eux, mais tu aurais rempli tous leurs hyperviseurs et pour eux, ça vaut mieux en tout cas de te mettre sur un OpenStack privé, que ce soit pour toi, pour la sécurité ou pour autre. Il y a une limite au cloud public et le cloud privé répond en fait à beaucoup de choses. Et ce cloud oui, privé peut être fait par des opérateurs publics. C'est ça qu'il faut se dire. ouais, tout à fait. Ouais, et puis je pense qu'il y a des choses qui vont arriver dans ce sens-là aussi, où bah, je vois que tu as fait pas mal de comparatifs aussi sur toute la partie ARM, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui vont commencer à se pencher aussi beaucoup sur ça, sur le truc de dire, bah, finalement, nous, on veut consommer de la ressource aussi qui consomme moins d'électricité, qui est optimisée, etc., etc. Et il va peut-être y avoir un marché sur ça, c'est-à-dire de créer, du coup, de mettre à disposition effectivement des plateformes orientées cloud qui permettent donc de consommer avec les méthodes DevOps, etc. Mais avec du matériel qui est choisi par le client plus spécifiquement et qui lui est dédié en plus, parce que l'aspect que ça soit dédié, c'est une question de sécurité, mais deux, aussi une question de performance. C'est-à-dire que là, quand on a son propre matériel aussi, l'intérêt, c'est qu'on sait qu'on a
voilà, on consomme de la puissance qui nous appartient, hein, et que pour nous, que pour nos besoins à nous, quoi. Parce que le Oui, cloud, faut se rappeler, hein, c'est de la mutualisation, hein, c'est pas. oui, oui, clairement. C'est du métro, mais c'est plus cher. Ouais, ouais, c'est clair. Mais totalement. Ce que tu me dis là, moi, ça me fait penser aussi aux constellations de cloud. Je discute souvent avec un pote qui s'appelle Abdel Jalil, si tu m'entends, et qui travaille, en fait, il a envie de monter un data center, parce qu'il a une envie de se mettre dans ce business-là. C'est très louable, et ça fait un bout de temps qu'il travaille dessus, qu'il regarde un peu toutes les specs, que globalement, le marché du data center, c'est de l'immobilier plus plus, hein. Tu achètes des mètres carrés et tu les transformes pour les revendre, quoi. Et on discutait il y a longtemps de ça, et je lui parlais des constellations de cloud. C'est-à-dire, c'est des opérateurs qui essayent de faire des annuaires de ressources disponibles dans le cloud, de ressources disponibles, peu importe où, dans un data center privé, ou moi, par exemple, chez moi, je laisse à disposition un serveur pour qu'il puisse travailler. Et il y a d'un côté ça, et de l'autre côté, en gros, c'est de la numérisation. De l'autre côté, il y a des clients qui disent, moi, je veux du calcul, donnez-moi du calcul, voici ma fonction, voici mon code, lancez-le, peu importe. Et donc, le client envoie cette demande, le gestionnaire de la constellation envoie ça à l'un des clouds, que ce soit un cloud, que ce soit une machine, que ce soit un serveur, que ce soit un data center, peu importe. Et ce même provider de calcul, lui, il va être rémunéré X% de ce qui va de la facture qui va être faite finalement. Et ce genre de constellation cloud, moi, je trouve ça relativement innovant, relativement bien. Mais en fait, j'aurais tendance à dire que ce serait plutôt euh, le genre d'application que vous faites qui devrait s'en charger. Parce que, premièrement, faire une constellation trop large, c'est-à-dire que moi, avec mon Raspberry, je peux m'inscrire sur votre constellation, je ne trouve pas que c'est réellement de sens. Deuxièmement, comme tu disais, des fois, il y a des requêtes, des contraintes de sécurité. Est-ce que je partage ma chose sur un conteneur? Est-ce que je partage ma VM? Où est-ce qu'il est ton truc, hein? Parce que si tu l'as stocké, je sais pas, n'importe où, chez toi, ou dans un bunker, ou en libre service à Gare de Lyon, c'est une différence, quoi. Enfin, il y a plein de détails qui font que les constellations, c'est bien, mais quelque part, il faut une autorité pour moi qui dit c'est sérieux, c'est Putain. pas sérieux, ça offre vraiment ce que ça demande ou ça l'offre pas, quoi. Le problème, c'est la data. C'est la confidentialité de la data. C'est-à-dire que même nous, sur notre offre, pour l'instant, avant de sortir l'offre SaaS, je pense en fin d'année prochaine. Là, c'est une offre on-premise. Nous, ce qu'on garantit aux clients, c'est que la data leur appartienne et c'est qu'à eux, quoi. C'est installé Mhm, sur leurs ressources. Même nous, en termes de support, mhm, pour pouvoir se connecter, admettons, il y a un incident, pour pouvoir en fait créer, générer un bastion qui permette l'accès en fait aux instances sur lesquelles il y a les applications du client. Le client doit nous communiquer plusieurs informations qui nous est impossible de deviner, quoi. C'est-à-dire que nous, on peut vraiment même pas accéder aux données du client tant que le client ne nous donne pas spécifiquement en fait des informations que celui peut nous donner pour qu'on puisse se connecter, hein. ouais, Quand je te dis ça, je te parle même pas d'adresse IP, hein. Il est obligé de nous donner un ID avec une clé, avec une autre information derrière. Enfin, c'est le truc on peut absolument pas deviner. ouais. Et du coup, si tu veux, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est hyper séduisant. Et c'est pour ça que nous, on pense à ça. On pense à fédérer différents acteurs, etc., etc. Mais il faut absolument, par contre, que la data soit souveraine. Et quand je parle de souveraineté, souvent les gens, aujourd'hui, on parle de souveraineté de la France, etc. Mais la souveraineté, on a tous besoin de souveraineté. On a chacun notre propre souveraineté. Et une entreprise a une souveraineté pour ses propres données. Effectivement, quand il y a de la data qui est créée sur un serveur, ben, faut garantir que ce serveur appartienne aux clients et quid aussi tu vois, des disques durs de ce serveur quand ce serveur va être renouvelé. Comment est-ce qu'il est détruit? Comment les disques durs sont effectivement bien détruits? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer les données sur les disques? Donc pour nous, ça, c'est hyper, hyper important. Donc ce que tu décris, je trouve ça super, ça me fait un peu penser, je me rappelle plus comment s'appelait ce petit programme là,
qu'on installait à l'époque sur nos PC, qui faisaient des calculs mathématiques. Tu sais, Ouais, je te rappelle. en écran de veille, ouais, il faisait des Ouais, ouais, ouais. calculs Ça faisait des pour le calculs pour cœur ou la je sais pas quoi. recherche, etc. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est la donnée. Et la donnée, si tu la stockes, parce qu'en réalité, nous, notre solution, en l'état aujourd'hui, on est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on est capable de te dire, on te donne une commande à copier-coller, tu vas sur n'importe quel serveur et tu vas venir te rajouter dans la console du client et le client va pouvoir déployer chez toi. Aujourd'hui, techniquement, ça marche, on le fait. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est juste qu'aujourd'hui, au lieu de le donner entre guillemets à n'importe qui, on le donne à. Enfin, c'est le client qui va le déposer à des endroits bien précis. Et la problématique, c'est ça, c'est de dire à un moment donné, quand la data elle est écrite, qu'elle soit confidentielle ou pas, enfin peu importe, c'est la data qui appartient au client. Bah, il faut que le client il a garanti que personne n'y accédera une fois qu'il a fini d'utiliser le serveur, quoi. Ouais. Mais Mais bon, en même justement, temps, tu vois, la question se pose sur les hébergeurs, hein, même si leur certification ISO est censée garantir cela. Est-ce que c'est systématiquement fait? ouais, oui. Mais ce que tu dis justement, c'est crucial la data, où est-ce qu'elle est? Parce que dans le multi-cloud, justement, pour moi, le problème, en fait, enfin, le problème, l'enjeu, c'est la data, où est-ce qu'elle est Oui. et comment je la déplace. C'est facile de booter une VM en Inde, c'est facile de la booter dans le New Jersey, c'est facile de changer de cloud provider, c'est facile de déployer son lambda à tel endroit. Par contre, ta function, à un moment donné, elle va faire un HTTP GET et il faudra qu'elle aille chercher la data. Et cette data, bah, faudra la déplacer d'un point X à un point B. Maintenant, quand je suis chez OVH Gravelines et que ma data elle est à Gravelines, ok. Quand je suis à OVH Strasbourg et que ma data elle est à Gravelines, ok. Quand je suis à OVH Gravelines et que ma data elle est à Azure India, là ça s'avère un petit peu plus compliqué pour différentes raisons. La latence, la bande passante et le prix. Le RG et le RGPD, Ah oui, selon ta aussi, data. aussi le respect oui, des flux de données. Parce que si tu as ton flux, si tu as défini dans tes flux de données que tes data restent en Europe, d'un coup, il y a ta VM qui s'est popée en VM Azure India, tu n'as pas le droit de l'utiliser légalement. Donc, dans le multi-cloud, la data, en fait, la migration de data, c'est le plus important. Et je dirais même au-delà du multi-cloud, dans le cloud tout court. Le jour où vous allez dans le cloud et que on-premise, vous aviez votre SAP de 800 Tera, j'abuse peut-être un peu, mais je pense qu'il y en a. Vous avez votre SAP de 800 Tera que vous avez dit, allez, on va dans le cloud. Et que là, maintenant, vous devez repartir de ce cloud-là. Déplacer 800 Tera, ça coûte cher. C'est long, ça coûte cher. Si ça Oui, fail, ça coûte encore plus cher. oui, Donc, oui, c'est un vrai problème. comment toi tu réponds à ce truc-là sur la data? Tu dis à tes clients, attention, pour faire ce pas en arrière, ça peut vous coûter tant. Ou C'est- simplement tu leur dis, regardez, ça coûte moins cher de faire ce pas en arrière à cet endroit-là. Alors, Comment on ça, gère c'est ça? intéressant. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, nous, notre MVP, c'est justement de donner le choix. C'est-à-dire que, en plus, nous, on veut être complètement neutre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aiguiller, tu vois, et dire, utilisez plutôt tel fournisseur ou tel autre. Voilà. Même si Mhm. nous, on a des convictions Mhm. et des retours d'expérience, ça, à la limite, c'est subjectif. Oui. Donc, nous, aujourd'hui, voilà. Nous, aujourd'hui, on veut montrer, en fait, au client, à l'utilisateur de la solution, qui doit faire un choix de prestataire par rapport à voilà, à certains types de données, etc. Donc c'est lui qui fait ce choix. C'est pas, du coup, c'est voilà, c'est plus une contrainte, c'est un choix. Il a le choix et il peut en utiliser plusieurs en fonction de ses problématiques. Après, comment on traite la migration de données, ben ça, en fait, c'est peu importe quel est le type de fournisseur. De toute façon, effectivement, dès qu'on a beaucoup de données à trimballer, bah là c'est plus des choix d'architecture, de notions d'outils, de logiciels, etc. Qui nécessitent oui d'être réfléchis en amont. Mais là ce que tu dis c'est hyper intéressant. Ça me fait penser un peu à tous ceux qui consomment du gros ELK, d'une grosse stack Elasticsearch chez AWS parce que ça marche très très bien. Ça c'est sûr, ça marche très très bien. Et mais malheureusement dedans il y a plein de données qui sont bah voilà, qui sont soit stratégiques, soit des données personnelles, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et là, comment on fait pour migrer? Bah là, c'est un projet à part entière.
Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'aussi il faut quand même qu'il y ait un effort qui soit fait. Là aussi, c'est ce que je te dis, c'est que c'est pas des, il y a pas de mauvais outils, il y a que des mauvaises utilisations. Et je pense que tu peux utiliser les meilleurs outils. À un moment donné, si tu vas écrire 1 Tera chez un fournisseur, bah c'est sûr que de trimballer tes 1 Tera chez un fournisseur B, ça va prendre du temps et ça peut être compliqué. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en dehors de la notion de volumétrie, où ça, ben, malheureusement, tu peux pas transformer 1 Tera en 1 giga, sauf si tu Hmm. supprimes de données. Voilà. Nous, par contre, ce qu'on essaye d'éliminer comme problème, c'est de rendre portable, c'est-à-dire de faire en sorte que on essaye autant que possible d'utiliser des technos qui ne sont pas fermés et qui sont migrables technologiquement. Après, la Ouais, volumétrie, c'est un autre sujet, mais ça, ouais. malheureusement. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment 2 sujets. La volumétrie, bah oui, s'il y a beaucoup de volume, il y a du temps. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir à comment on déplace la donnée. Par contre, le choix de la techno et le fait de ne pas être enfermé avec une techno et de pouvoir consommer une base de données chez l'un et de pouvoir après la consommer chez l'autre, ça, par contre, c'est un choix stratégique. Et c'est là où la résilience doit être aussi importante que la notion de sécurité et de privacy, quoi. D'accord. Et tu m'enlèves la notion de vendor lock-in, Exactement. où quand quelqu'un arrive et qui passe un... En fait, enfin, bon, je te donne ma vision du vendor lock-in. Mhm. Le vendor lock-in, c'est un peu quelqu'un qui rentre dans un spa, il voit une salle de soins avec des bassins à 32 degrés, et il aime beaucoup, il apprécie vraiment. Et ensuite, il sort et dehors, il fait 24 degrés. Puis il se dit, ah non, mais à 32 degrés, j'étais mieux. Et il reste dedans. Et il se dit, ah mais là, je suis underlocké. Tu vois. Je suis underlocké, je peux pas sortir. Il fait beaucoup trop froid dehors. Même aller regarder d'autres spas, je peux pas parce qu'il faut que je passe par ce sas à 24 degrés. Oui, il fait encore plus froid entre ce sas et l'autre spa. Et en fait, c'est juste euh, une zone de confort pour moi. Caricature un peu. Mhm. Mais c'est une zone de confort, plus bien sûr ce dont on vient de parler, c'est-à-dire j'ai mis mes 1 Tera, mes 1000 Tera à un endroit, les déplacer, c'est toute une histoire. Enfin, on ne déplace pas un éléphant comme ça. Mais quelque part, le vendor lock-in, il commence pas juste parce que je suis allé chez un cloud provider qui a des coûts cachés. C'est parce que je commence à m'investir et aussi parce que je peux utiliser des technologies qui peuvent être de pointe ou pas, mais des technologies customisées offertes par le cloud provider. Typiquement, là, tu me parlais de vous essayer d'utiliser les outils les plus ouverts possibles, que ce soit ouvert open source ou ouvert niveau API. Par exemple, si vous allez utiliser l'object storage de Azure, Azure a sa propre API, là où Mhm. 90% du marché va utiliser une API S3. Exactement. Ah, c'est Après, exactement ça. il y a deux, trois solutions derrière pour faire le truc, Ouais, mais moi, si vous commencez à utiliser l'object storage d'Azure, vous serez quelque part peut-être un peu vendor-locké. oui, voilà, c'est ça. Après, je fais la différence entre 2 types de locking, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu ce que tu décris. Après, moi, je fais la différence entre une feature qui existe nulle part et qui est la meilleure, et du coup, effectivement, on doit l'utiliser et on n'a pas d'alternative. Alors, c'est une sorte de locking, mais c'est pas le locking un peu malaisant, quoi. Tu vois, il y a un autre locking pour moi, c'est les crédits que les cloud computing peuvent te donner pour t'enfermer et te dire, bah maintenant, voilà, tu consommes déjà $500 par mois, ça fait 12 mois, c'est offert, bah maintenant, il faut que tu les payes et effectivement, tu vas pas pouvoir migrer du jour au lendemain. Ça, pour moi, c'est du vrai locking. Ça, Ouais, c'est plus critiquable que une feature au final. Parce que quelque part, la feature, en fait, alors même si le crédit, tu le choisis aussi, mais tu le consommes volontiers parce qu'on te les offre. ouais, C'est assez humain, quoi. Alors que la feature, tu viens peut-être la consommer parce que tu n'as pas d'alternative. Après, à toi, effectivement, de faire en sorte, mais comme n'importe quel choix, en fait, à toi de faire en sorte que quand tu choisis une techno, que tu aies une conscience que ça devienne une dette technique, quoi. Et mm, qu'à un moment donné, bah, soit tu peux aller ailleurs, ou soit bah,
soit ben, si tu peux pas aller ailleurs, soit tu dis, ben voilà, j'ai cette contrainte-là et je sais qu'elle existe et elle est là. Soit tu choisis une solution qui est plus interopérable et qui peut partir à droite à gauche. Donc voilà. Pour moi, le locking, c'est une notion assez particulière selon les personnes. Et justement, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Jérôme, vas-y. Moi, je me faisais la réflexion à mon humble niveau, et je t'en parlais justement, Anthony, à l'époque, enfin, il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus. C'est qu'à l'époque, à l'époque, j'étais vachement concerné vie privée, souveraineté numérique, etc. Et je me suis retrouvé bloqué, en fait. Et là, ce qui se passe en ce moment aussi, j'ai retrouvé ce truc-là dans mon comportement et dans le comportement des autres. C'est qu'avec l'arrivée de l'IA, désolé d'en parler, mais avec l'arrivée de l'IA, enfin, la souveraineté s'est fait rogner un peu, ces principes de souveraineté, de vie privée, s'est fait rogner par l'IA. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va toujours sacrifier ses idéaux pour du confort, ou pour de la fonctionnalité, ou pour de la productivité, ou ce genre de choses. Et donc, c'est une sorte de... Oui. Je veux dire, l'idéal des principes moraux et puis de souveraineté, c'est beaucoup moins palpable et définissable. En fait, j'ai l'impression on le décrit moins bien dans notre tête qu'un vrai retour sur investissement par rapport à un outil de productivité ou un truc comme ça. Du coup, c'est assez complexe, en fait. Alors, je sais pas si je comprends bien ce que tu veux dire, mais encore une fois, effectivement, là, mais c'est comme Google, quoi, tu vois. Google, on utilise tous Google, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, enfin, on consomme du cloud américain, etc. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont créé des outils, ils ont créé des solutions qui, un, gratos, et deux, qui répondent parfaitement à nos besoins et qui nous font gagner énormément de temps. Pour moi, le problème, il n'est pas vraiment là, en fait. C'est que le problème, ce serait s'il y avait une alternative et qu'on ne l'utilisait pas. C'est là où on peut se poser la question. C'est un peu comme tu vas faire tes courses, hein, je juge pas, mais voilà, t'as un boucher qui est en bas de chez toi et puis t'as le gros supermarché qui est à 10 km. Bah, où est-ce que tu vas acheter ta viande? Ton boucher, c'est de la viande qui est dans ton coin. Enfin, voilà, c'est des bêtes qui sont dans ton coin. Est-ce que tu manges local ou pas? C'est exactement la même chose. Après, c'est voilà, est-ce que tu es contraint entre guillemets, de te vendre et de perdre ta souveraineté? Ouais. Ou est-ce que tu le fais par flemme, effectivement, par confort? Ouais, là, tout le monde peut se poser la question, mais je pense que, enfin, rien qu'ici, je peux prendre 100 personnes, je suis convaincu qu'il y a tout le monde consomme des outils qui sont pas du tout français, alors qu'il y a des alternatives qui existent, mais tout simplement parce que, soit c'est bien fait, soit c'est parce que tout le monde les utilise et c'est beaucoup plus simple. Ne serait-ce que pouvoir communiquer les uns avec les autres. Ouais, carrément. C'est là où ils sont meilleurs que nous. C'est tout. C'est tout. Bah, après, Et la partie aussi, je pense qu'il y a aussi une notion d'inciter l'État, d'inciter les collectivités et d'inciter les grandes entreprises aussi à consommer des acteurs locaux. Rien que ça. Hein. Rien oui. que ça, et tu fais émerger et tu fais utiliser beaucoup plus de solutions françaises ou européennes. Je pense que là aussi, il y a une grosse différence avec les États-Unis et Et la la France et Chine. l'Europe. Et la Chine, c'est que eux, ils font en sorte que on utilise des produits qui sont de chez eux plutôt que. Ah, il y a certains Ouais. ministres hein, le discours du cloud, on l'a perdu. Il y a des ministres qui l'ont quoi. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Mm. Mais Je sais j'ai pas bien si j'ai compris. répondu à. Moi, je pense que tu as bien répondu, parce que si je dois synthétiser, tu me dis que il y a le bon vendor lock-in, qui est celui où, en fait, c'est un bon échange commercial. J'ai une innovation technologique, je te la vends. Maintenant, bah, c'est un contrat commercial. Est-ce que tu en veux, est-ce que tu en veux pas, etc. Et il y a le mauvais vendor lock-in, où c'est, tiens, voici un chèque de 200 000 euros. T'en veux pas, si je te le laisse là. Et si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Hein, quand on aura pu, on en discutera. On en discutera. Et, et là, oui, commercialement, enfin, c'est pas du commerce, hein, enfin, c'est de l'incitation pure et simple. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on devrait appeler ça, mais c'est pas vraiment une relation commerciale saine, en tout cas. C'est ça.
C'est l'aspect sain. Je vais le formuler autrement. Demain, ma solution, j'ai besoin de Cloud Mercato. Est-ce que Cloud Mercato devient un lock? Est-ce que j'ai un vendeur lock-in si je m'appuie sur Cloud Mercato pour faire une analyse des prix, une Mm. optimisation des prix? Certains diront oui, certains diront non. On utilise une feature que tel fournisseur propose. Mm. Il y en a peut-être d'autres sur le marché, mais enfin voilà, elle a sa spécificité, etc. À moi derrière de l'intégrer de manière à ce que je sois pas forcément complètement loqué avec cette solution. Tu vois, Ouais, c'est toujours pareil. C'est pas parce que tu apportes une feature, surtout si elle est innovante ou si il y a peu de monde qui l'apporte que tu crées du lock. ouais, ouais, C'est ouais, l'utilisateur lui-même qui se crée le lock en réalité. ouais, tout à fait. Et j'aimerais faire une petite dédicace à Scaleway et toutes leurs solutions multi-cloud. Voilà. Ouais, Histoire. clairement, Parce que clairement. je crois que c'est leur solution Capsule qui est un Kubernetes multi-cloud qui permet donc de gérer les Kubernetes sur les autres clouds si vous avez envie d'avoir votre K8S chez vous, chez Scaleway, chez AWS ou chez Google. Vous pouvez gérer ça tranquille. Ce message de sponsoring sans sponsoring, c'est fou. C'est fou. Et bah, il y a le vendor locking qui est marrant, mais il y a aussi autre chose, un autre sujet, les coûts cachés. Attention. Attention, c'est lorsque vous consommez tranquillement, vous consommez votre cloud, vous passez votre petit mois avec votre infrastructure, et puis le 2 du mois suivant, vous recevez une facture, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des coûts cachés. Et ces coûts cachés, souvent, en fait, c'est de la bande passante, c'est du trafic, c'est des développeurs qui n'ont pas fermé les tuyaux avant de sortir. C'est C'est, pas caché ça. Oui, mais en fait, j'ai plein d'exemples comme ça, mais au final, je connais pas vraiment de coûts cachés, moi, personnellement. J'ai jamais vu de coûts qui ne sont pas déclarés par les cloud providers. Après, Ah peut-être oui, peut-être tout est déclarés un peu écrit. bizarrement. Peut-être Tout est déclarés un peu écrit, il faut le bizarrement, lire. mais je connais pas vraiment de coûts cachés. Il y a des a priori comme quoi ça devrait coûter ça, et hop, ah tiens, ça coûte plus ou ça coûte moins, des fois aussi on est content. Mais un exemple simple, Object Storage, bah, c'est du stockage, on va stocker au giga par mois. Mais en fait, les gens ne pensent pas au trafic, les gens ne pensent pas au request. Chez certains cloud providers, on a une souscription au mois, etc., etc. Donc, toi, je ne sais pas si tes clients sont déjà venus te voir en te disant on a des gros problèmes, on a des hidden costs, comme on dit en anglais, qui sont arrivés sur notre facture. Est-ce que tu peux nous aider à réduire ça? Faut qu'on fasse du FinOps. Faut qu'on fasse du FinOps, parce que sinon, on Si, va à la si, renverse. chez Azure, hein, j'ai pas mal connu ça chez Azure. Mais au final, c'est des gens qui s'aperçoivent que c'est ça, c'est que vous avez été un peu pris au piège du cloud où ça consomme vite et on provisionne vite et comme tu disais, alors quelque part pour moi c'est pas du coup caché, c'est de la mauvaise utilisation. Hein. Au final, on a des trucs qui tournent, on en a pas besoin. Bon voilà. Donc voilà, nous c'est le type de feature justement qu'on introduit. Hein. C'est que du coup on détecte s'il y a rien qui tourne sur des instances, bah, les instances on les détruit, c'est fini. Mm. S'il y a pas d'application qui tourne, ça sert à rien que l'instance soit là. Donc oui, par rapport à ça, et c'est des factures qui peuvent être assez énormes. Après, en termes de coûts cachés, je pense que t'as raison. En réalité, c'est pas vraiment caché parce que tout est écrit. De toute façon, du moment que c'est facturé, généralement, c'est écrit. J'ai pas d'exemple concret de trucs où tu te dis ah mince, ça c'était pas écrit et puis la douloureuse elle arrive d'un coup. Mais le plus surprenant que tu peux avoir, c'est le transfert entre les coûts de sortie d'un cloud. Ouais, ouais, En tout à termes de fait. network, là oui, là les entreprises elles souffrent. Et là c'est un lock. Là pour le coup c'est un lock. Mm. Parce que effectivement, du coup tous ces clouds là, alors à l'inverse des clouds français par exemple, hein, enfin Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour vrai. l'instant, ne facilite pas le fait par exemple de faire du multi-cloud parce que là pour le coup, si on trimballe beaucoup de data entre d'AWS à ailleurs Mhm. hein, par exemple, bah là, ouais, effectivement, c'est pas le même coût. Oui, C'est pas le même coût. sachant que c'est entrée gratuite, sortie payante.
Vous pouvez ramener autant de data que vous voulez à la maison chez AWS, il n'y a pas de problème. On prendra tous vos terras. Par Voilà. contre, le Quand vous jour où vous devrez les partez, sortir, c'est ça. ah, C'est c'est un ça. peu plus compliqué. C'est Donc, un peu ça. après, encore une fois, coup caché, pas coup caché, c'est juste, faut avoir cette notion-là, que vos data, vous les mettez à un endroit et enfin, c'est comme si je vous disais, vous avez votre plaque de marbre qui coûte 20 000 euros, bah, pour la déplacer, ça va être compliqué. Ouais, c'est exactement la même chose. Un Mm. objet volumineux, pour le déplacer, faut payer. Mais enfin, moi, je pense que c'est perçu comme caché parce que, en fait, tant que le client est toujours chez le même fournisseur et même entre différentes zones, etc., il voit pas d'explosion du tarif, quoi. Ouais. C'est quand il commence, en fait, à aller transiter ailleurs, quoi. Et là, par contre, la surprise est énorme. Et c'est plus là-dedans. D'ailleurs, je pense que c'est pour des gros consommateurs, c'est une des raisons qui font qu'ils partent aussi. C'est qu'ils s'aperçoivent que ils ont un peu mauvaise et ils s'aperçoivent que ils le vivent en tout cas comme des frais cachés. Alors que Mm, contractuellement, c'est stipulé. Il y a pas de souci. Hein. Le trafic sortant, c'est pas le même prix. mm. Mais c'est vrai que c'est dans l'utilisation, c'est là où c'est un peu pervers et c'est là que pour moi, ça rentre pour moi dans ma notion de logging. C'est qu'en fait, ils font en sorte que tu dois consommer chez eux, sinon ça va te coûter beaucoup plus cher, quoi. Et ça va te coûter plus cher parce que non seulement parce que tu es obligé d'avoir, pour sortir ta donnée, elle est obligée d'être encore chez eux. Et quand tu veux la sortir aussi, tu dois partir, t'as un billet de sortie, quoi. T'as un coût de migration qui est énorme. Donc Ouais, pour moi, c'est la définition du hockey. ok, ok. Et bah, une plus grosse dédicace alors aux fournisseurs français, parce que c'est vrai que là où les fournisseurs européens, je crois qu'ils commencent à des... ouh, j'ai plus les prix en tête, il me semble que c'est des 30 centimes ou quelque chose comme ça. C'est relativement cher pour les fournisseurs américains. Les Français, généralement, vous disent, bah, nous, on est gratuit au niveau de la bande passante entrante ou sortante, ou on est à des prix relativement peu chers, ou même on est peu cher, mais on commence à vous facturer à partir de 75 gigas ou de 5 Tera ou des choses comme ça. Vraiment, les fournisseurs français sont peu chers. Et pour les reciter, généralement, ils ne vous diront pas qu'ils sont gratuits. Ils vous diront que la bande passante le trafic est inclus, qui signifie que vous n'allez pas payer, mais faut pas abuser non plus, les gars. Alors, pour l'instant, Oui, pour l'instant. Et c'est vrai que pour l'instant, pour l'instant, c'est aussi une manière d'appeler parce que la bande passante, c'est un prix hein, pour eux. C'est ouais, pas du ouais, tout clairement. gratuit. Après, je dis pas que ça serait malhonnête pour eux, parce que une condition commerciale, ça se change. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent dire, comme ils disent, bah tiens, mes instances, le prix de l'électricité a explosé, bah ça coûte plus cher. Voilà. Mm. Bah, ils pourraient avoir la même démarche sur la partie bande passante, hein, et ne serait-ce que pour s'aligner avec la concurrence, etc., etc. C'est pour ça qu'encore une fois, faut bien comprendre qu'un prestataire, il a aussi ses propres contraintes, ses contraintes business, ses contraintes de marge, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut être fidèle, mais ne pas être prisonnier. Ouais, pas mettre Voilà, tous les œufs dans le même panier. Ouais. ben, ça fait partie des choses qui pourraient arriver. Admettons un fournisseur, mais même un hébergeur local, voilà, qui du jour au lendemain se fait racheter par un groupe. Et puis, du coup, la stratégie commerciale change. Mais c'est des choses qui arrivent, mais dans tous les business, quoi. Ouais, Et ouais, du coup, bah, finalement, le produit évolue, les prix changent, etc. Bah, ça matche plus avec l'offre qu'on a. Bah, on se fait assassiner, on comprend pas. Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quoi? Pour moi, ça fait partie de la résilience. Voilà. clairement, clairement, la résilience ne doit pas non plus d'être une nécessité technique, mais aussi Ah oui, complètement business. Ouais. ah oui, Euh, oui, bah, des conditions commerciales se changent très rapidement, très très rapidement. oui, ne serait-ce que les clouds. D'ailleurs, toi, tu l'as ressenti, l'augmentation de prix supposée qu'on était censé tous se manger sur la face au mois de janvier dans le Bah, cloud? justement, je l'ai plus senti chez les fournisseurs français que chez les fournisseurs américains. Ah ouais? C'est vrai que moi, chez les Américains, j'ai vu passer un petit peu de stockage chez Google, du BigQuery qui augmente. AWS, ils ont baissé, entre guillemets, baissé les prix de la bande Donc, passante. ouais, ça Ouais, s'équilibre. ouais, c'est vrai que oui. C'est Non, pas. pour moi, les prix, ils ont augmenté chez les Français.
Ouais, et essentiellement. les Allemands aussi ont un peu augmenté leur prix, ouais, c'est vrai. Ah, je n'ai pas Quand je, des Allemands. quand je dis allemand, c'est par exemple Ionos, Gridscale, OTC, Stackit et d'autres encore. Bah, ouais, ils ont morflé, hein, comme la France. Ouais, enfin, après, il y en a qui ont répercuté sur leurs clients. Il y en a qui ont pris sur leur marge. Voilà. Mm, C'est, tout à fait. Bah, le truc quand même qu'il faut se dire, c'est que les Européens, ils n'ont pas pratiquent pas des aussi grosses marges que les Américains. Et ça, du c'est coup, une autre réflexion à avoir, ça. ça se comprend qu'en fait, les prix des Américains n'aient pas changé. Il y avait peut-être pas besoin de les changer, en fait. Tout Oui, simplement. après l'électricité qu'ils consomment à Paris, c'est une facture française, hein, c'est pas une facture américaine. Oui, tout à fait. Mais bon. Enfin bon. Je sais pas si tu as une question, Jérôme. Ah, micro coupé. Micro coupé, mais ça m'arrive 1 milliard de fois par jour. Moi, j'ai des questions un peu plus, justement, j'avais une question ultra générale, je vais pas faire durer le suspense. De manière, enfin, sans être spécifiquement cloud ou ultra technique, ou en l'étant, hein, est-ce qu'il y a une technologie dernièrement qui t'a vraiment tapé dans l'œil et qui t'enthousiasme, et qui te stimule comme aux premières découvertes d'un ordinateur? Où est-ce que cette sensation a disparu en chacun de nous? Euh, Bah, en fait, on a vécu tellement, surtout dans mon métier, à moi je suis sysadmin hein, de base. Donc moi, mon métier, il a tellement changé là sur les 10 dernières années que après, bon, alors très honnêtement, tout ce qui est ChatGPT, tout ça, Hmm. bof. Voilà, je suis pas le bon client. Euh, non, j'aurais pas une techno comme ça qui a fait vraiment l'effet waouh. Mais je pense que je suis trop un vieil IT Mais en pour être vrai, bluffé maintenant. oh ouais, grave, mais en vrai, c'est cyclique, hein. Les VM, c'est cyclique, les conteneurs, c'est cyclique, les bases de données, colonnes, lignes, c'est cyclique, tout est cyclique et ça vient, ça repartira. Là, la virtualisation, elle a pris la forme du cloud et elle va très, 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 très loin. Elle a pris le conteneur avec, mais il n'y a rien de neuf. On me posait la question la Non. semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le cloud? Il n'y a rien de neuf, en Ah, fait. tu vois, ce qui est rigolo, alors, ça, voilà, ça n'a pas été l'effet waouh, hein, vraiment. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une techno qui s'appelle LXC, je sais pas si ça vous parle. En fait, Ouais, exactement. Les conteneurs avant l'heure. Voilà. voilà, c'est conteneur en l'air. En fait, Docker est parti de ça, quoi. Mm. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle LXD. En fait, c'est une sorte d'orchestration justement de conteneurs LXC. Et bah, justement, là, en ce moment, je suis beaucoup ce projet-là qui explose, qui évolue tellement vite et que je trouve génial. Du coup, je trouve vraiment génial. Et je trouve que c'est d'autant plus rigolo que ça utilise une techno qui est encore plus vieille que Docker et que Docker, ça a explosé d'un coup. Maintenant, on n'entend que ça. Docker, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors qu'en fait, avant Docker, les gens utilisaient LXC et en fait, LXC, c'est tellement mieux que Docker, quoi. C'est incroyable. Enfin, après, c'est mon point de vue. Et du coup, ce projet-là, qui est porté par Canonical, hein, donc c'est Ubuntu derrière, Mm. bah, je pense il va faire mal. La percée? Ça va être ouais, je pense que ça va être de plus en plus utilisé. C'est autant en termes de fonctionnalité que de performance, etc. C'est très très bien. Voilà. Bah, Mais sinon, pas d'effet waouh comme tu. Ok. Et donc, du Je coup, suis désolé. alors Je suis qu'est-ce qui désolé. manquerait pour avoir cet effet waouh? Qu'est-ce qui fait que, justement, on l'a plus, ce truc-là? Non, mais en fait, je crois que j'ai jamais eu l'effet waouh, Ah oui, moi. d'accord. Je crois que ouais, je crois que terre à je terre. suis trop terre à terre et un outil, une utilisation, quoi, tu vois. Ouais. Euh, Après, ouais, si, après, c'est vrai que quand même toute la partie DevOps, le monde DevOps a quand même changé beaucoup de choses. En tout cas, moi, mon métier a énormément changé, la façon de travailler, la façon de collaborer, etc. Pour le coup, humainement, c'est hyper intéressant, cette partie-là. Mais du coup, c'est pas forcément la partie techno, parce qu'après, c'est que de l'outillage qui est arrivé au fur et à mesure. Alors, du coup, pour le coup,
c'est même un peu devenu le bordel hein, quand je vois l'écosystème, par exemple, de Kubernetes. Enfin, tout le monde en parle, Kubernetes et tout, c'est super machin. Ouais, Moi, je trouve que c'est un bordel sans nom, quoi. ouais, moi aussi. Mais voilà, c'est une belle techno, mais voilà, tout part un peu dans tous les sens. Bon, ben, enfin voilà, après, il faut aller faire un peu ton marché de telle brique par telle brique, etc. etc. Mais ça, non, pour le coup, c'est plutôt un côté négatif pour moi. Mais par contre, effectivement, la partie outillage et la partie méthode, changement des métiers, changement de collaboration. Là, Mhm. on a vécu 10 belles années et peut-être que l'IA changera ça, même si pour l'instant, moi, je suis pas forcément bluffé. Alors, on a beaucoup rigolé hein, en utilisant ChatGPT. Il nous a inventé des fichiers de configuration. Ah non, mais moi aussi. Il nous Ouais. maintenait que des options existaient, alors que non, Ah non, non. mais moi aussi. C'est un super menteur, hein. C'est un super menteur, ChatGPT. J'avais Exactement. demandé une configuration de HA Proxy, qui est qui est un logiciel, load balancer reverse proxy machin. Il m'a inventé une option qui a, je sais pas, quoi. Et il me Exactement. soutient, il me met le lien de la doc et tout. Tu cliques sur le lien, ça n'existe pas, mais il te le garantit. Voilà, je trouve que c'est rigolo, mais après, je pense que c'est plus peut-être sur la partie expérience utilisateur que ça va être hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est loin de moi. Moi, je suis un petit peu trop Yes. sur la partie infra, etc., que sur la Mhm. partie expérience utilisateur. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas dire à ta montre connectée, ah, tiens, il y a Google qui est tombé, trouve-moi un plan de secours. Oui, pas de problème, je te redéploie ça sur, sur Scaleway. Pourquoi pas? Ouais, Ah, pas c'est clair. dégueu. C'est clair, pourquoi pas. Mais, C'est mais, jouable, mais c'est jouable. Je suis sûr que si je dis ça à mon dev, il me dit, ouais, vas-y, on le fait. Il n'y a pas de problème. oui, c'est jouable, c'est largement faisable. Mais ce que tu dis, de toute manière, enfin, c'est totalement vrai. En vrai, comme je disais, c'est cyclique, les choses sont venues et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a la capacité de le faire avec des machines plus puissantes et on l'avait déjà imaginé avant, on le faisait déjà plus ou moins avant. Et aujourd'hui, on a les capacités de virtualiser, de faire des trucs. On a des machines avec des 128 et 256 CPU pour faire des choses de dingue. Mais en vrai, c'est la manière d'organiser le travail qui a changé, quoi. Oui, 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 complètement. Oui, parce que ça, à la limite, la puissance, effectivement, elle a explosé, mais ça nous a plus à amener à créer des logiciels qui sont pas du tout performants, hein. Moi, moi, mes premiers serveurs, là aussi, je vais faire mon vieux con, hein, mais mes premiers serveurs, ils avaient 512 mégas de RAM. Ouais. C'était déjà le jackpot hein, à l'époque. Hein, c'était un truc de fou. Hein. Waouh, incroyable. Il y a 2 CPU. Waouh. Ben, ça tournait très bien. Hein, et il y Ouais. avait du trafic. Hein. Bon, après, voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais non, je pense qu'après, voilà, effectivement, après, on a des traitements, on a des choses. Ah, si, peut-être le quantique, ça va être sympa, ça. Mais voilà, C'est flou. c'est pas encore assez concret pour moi. Moi, j'ai besoin de choses concrètes. C'est Moi, bon. j'aime utiliser une techno et répondre à un besoin. Voilà. Pour moi, l'effet waouh, il est là-dedans, quoi. Ouais. Il est plus dans répondre à quelque chose de concret. Là, bon, c'est pas encore assez mature pour moi, tout ça, quoi. Ok, Yes. Bah, si t'as pas d'autres questions, on va conclure là, Jérôme. ça roule. Tu auras Ben, merci un beaucoup petit pour l'invitation, hein. commentaire? Ouais, il n'y a aucun Toujours très souci, Nicolas. intéressant. Si tu as un petit commentaire, une recommandation à nous faire, un petit coup de pub pour Nîmes Ops ou Layer Ops. Non, bah non, non, je suis pas là pour la pub, c'est pas trop le souci. Non, du coup, bah non, en tout cas, même par rapport à Cloud Mercato est toujours hyper intéressant, notamment la conf de tout à l'heure. Ça fait découvrir aussi d'autres acteurs qui sont intéressants, qui sont peut-être pas français, mais qui sont intéressants aussi. Et ça va complètement dans, tu vois, dans l'esprit de nous ce qu'on a, c'est de dire, en réalité, il y a énormément de fournisseurs différents. Et peut-être que la solution, c'est justement de les agréger et non pas d'en sélectionner un. L'idée, c'est pas de se dire que du jour au lendemain, on peut se débarrasser de quelqu'un. L'idée, c'est de dire on va consommer le meilleur chez l'un ou chez l'autre en fonction de son besoin, quoi. Et nous, on aimerait aller, enfin voilà, on tend à aller dans les prochaines releases à permettre à consommer du BigQuery pourquoi pas chez Google, du lambda chez AWS et puis un autre truc chez Scaleway. Tu vois, c'est peut-être ça la solution. Ah, En ah, mais fonction du besoin. c'est exactement le sujet pour lequel je voulais te réinviter un de ces jours. C'est
de la mise en œuvre de ce multi-cloud. Est-ce qu'on fait de la redondance? Est-ce qu'on fait du master slave sur une partie? Est-ce qu'on fait du géo? Typiquement, c'est les sujets pour lesquels je voulais te inviter. Ouais, après, c'est des sujets purement techniques, hein. Là, c'est des sujets Ouais, de ouais, réplication de données sur la partie stateful, quoi, sur la donnée persistante. Mais tout à fait. pour moi, le plus important, voilà, c'est du moment qu'il y a de la donnée persistante, il faut qu'on puisse effectivement, entre guillemets, la déplacer autant que possible. Euh, et d'avoir de la résilience et de pas être enfermé chez quelqu'un, quoi. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Ouais, Moi, quand c'est possible. stratégiquement, si j'ai des grosses, demain, j'ai une société qui trimballe et qui génère des terras, c'est clair que je les mettrai jamais, ces terras ne seraient jamais dans le cloud. Jamais. Ils seraient dans mes salles informatiques avec après, effectivement, des données externalisées, etc., avec toute la sécurité dont on a besoin. Mais effectivement, données stratégiques, bah, je sais pas, Ouais, mon tu les gardes près de portefeuille, toi, quoi. Voilà, mon exactement. portefeuille, il est avec moi, hein. Mon portefeuille, je vais pas le laisser, je vais pas le mettre ailleurs. Je sais rien. Ça me semble tellement du bon sens, quoi. Non, c'est peut-être ça. Le mot de la fin, c'est peut-être juste avoir du bon sens. Et la résilience, en fait, la résilience et la souveraineté, au final, elle n'est pas qu'à l'échelle nationale, hein. Elle est chacun d'entre nous. En réalité, on a des notions et des nécessités de souveraineté et de résilience qui sont juste Ouais. nécessaires à chacun d'entre nous. Ouais. Bah, merci pour ce mot de la fin, Nicolas. Merci aussi beaucoup Avec plaisir. Merci pour beaucoup ton pour temps. l'invite. Et puis au Yes, plaisir, hein. Au plaisir. no problème. Salut, Jay. Allez, bonne Salut! fin d'après-midi.